Dans la savane baignée de soleil, une troupe de lions a bâti une dynastie de sang et d'instinct. Ce sang est-il assez fort pour perdurer dans ce monde impitoyable ? Masai Mara, la lutte des lions pour la survie. La savane du Masai Mara, à la saison sèche, est-elle une mer de feu silencieuse? Le sol craque sous le soleil doux, l'herbe sèche bruisse au vent. Sur une haute terre, nichée sous la canopée d'acacias caducs, un clan de lions se repose, les lions rouges. Les lions rouges doivent leur nom à la crinière rouge vive de Magi, le mâle alpha, un guerrier vétéran aux cicatrices de combat. Magi ne chasse plus, mais il continue de surveiller les frontières, de protéger la troupe et de transmettre son héritage de chef. Autour de lui, plus de 15 lionnes, menées par Nyota, des chasseuses expérimentées et une mère courageuse. Parmi eux se trouvaient les lionceaux agités, inconscients que, là-bas, la moindre erreur pouvait leur coûter la vie. L'aube se leva. La brume se dissipait lentement sur la steppe. Alors que le troupeau de zèbres apparaissait au pied de la colline lointaine, des rayures noires et blanches perçant la fine brume, Nyota et ses lionceaux se séparèrent rapidement, se positionnant silencieusement. Chaque foulée, chaque souffle était comme une symphonie ancestrale. Un piège vivant était tendu patiemment et discrètement, comme si le monde entier retenait son souffle. Les zèbres sont des proies méfiantes et têtues. Ils se tournent souvent le dos pour observer, et un contre-coup pourrait leur briser un os. Mais cette fois, le troupeau fut pris au dépourvu. Soudain, un zèbre les repéra. La proie s'enfuit, paniquée. Un bruit de sabots fit trembler le sol. Mais Nyota avait choisi un lionceau qui traînait derrière le troupeau.
la victoire se joua grâce à une coordination glaciale et une puissance explosive. Magi intervint en dernier, mordant la carcasse comme par rituel, puis battit en retraite. Les lionceaux se précipitèrent avec impatience, goûtant pour la première fois à la viande crue, inaugurant le cycle impitoyable de la chasse. Dans la nature, il n'y a de règle que l'ordre. Le clan du pouce rouge ne repose pas sur sa force pure, mais sur sa cohésion, des rôles clairement définis et des instincts indélébiles. Et tant que cet ordre sera maintenu, Magi régnera toujours sur la terre rouge sous le soleil africain. Dans la chaleur de l'après-midi, alors que la troupe du pouce rouge se reposait, le vent apporta une odeur étrange qui mit Magi en alerte. Au loin, deux jeunes lions mâles, Kuna et Wivu, s'approchèrent, ne cachant pas leur intention de prendre le contrôle de la troupe. Ils avaient envahi de nombreux autres groupes, tuant des lionceaux pour effacer l'ancienne lignée. Le rugissement profond de Wivu résonna comme une déclaration de guerre. Toute la troupe se tendit. Magi rugit en réponse, un dernier avertissement avant la tempête. Ce n'était plus une chasse. C'était le signe d'une transition potentiellement sanglante. Les jours qui suivirent, Kuna et Wivu traquèrent. Les nuits rugissaient de provocation, les jours se cachaient et observaient. Magi était vieux mais inflexible, mangeant moins, patrouillant davantage, laissant des empreintes aux confins de son territoire pour confirmer qu'il était toujours roi. La meute était tendue. Les femelles étaient prudentes, les jeunes bien cachés. Une tempête approchait, et tout le monde le sentait. C'était un matin calme. La brume ne s'était pas encore dissipée, la steppe était encore brumeuse sous une brume argentée. Mais l'air sentait la tension et le sang. Alors que les premières lueurs effleuraient la limite du territoire, Wivu apparut, se dirigeant péniblement vers le centre du lieu de repos. Derrière lui se trouvait Kuna, marchant avec dignité comme si la victoire était déjà entre ses griffes. Il ne se cachait pas. Ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui était le jour du jugement. Magi quitta l'ombre de l'arbre et s'avança lentement. Ce n'était plus un spectacle, mais un jugement entre les dieux de ce pays. La bataille éclata dans la poussière et les rugissements.
Malgré son âge avancé, Magi combattait toujours avec un instinct aiguisé. Mais la force de son adversaire était de plus en plus écrasante. Magi tomba à l'aube, mettant fin au règne du feu et des cicatrices. Le même après-midi, le Wivu tua les lionceaux de Magi. Un rituel brutal, mais aussi vieux que la savane elle-même. Pamba, le lionceau de 2 ans, s'enfuit discrètement vers le nord. Ses jeunes griffes piétinèrent les vieilles empreintes de son père, laissant derrière elle une trace de destin inconnu. Après la mort de Magi et le massacre du Wivu, la meute de Pouce Rouge fut dispersée. Nyota mena le petit groupe, avec seulement quelques femelles adultes et 4 ou 5 lionceaux restants. Ils se dirigèrent vers le sud, jusqu'à la rivière Talek, où ils espéraient trouver paix et nourriture. Mais la rivière ne céda pas facilement. Atteindre la rive ne fut pas la fin. Le véritable défi se trouvait de l'autre côté de l'eau. L'eau monta après les premières pluies de la saison. Sous la surface trouble se dressaient les yeux attentifs de crocodiles géants du Nil, aussi immobiles que des troncs d'arbres morts. Des hippopotames étaient également présents, non pas des prédateurs, mais extrêmement agressifs s'ils étaient dérangés. Nyota fut la première à entrer dans la rivière. L'eau monta jusqu'à sa poitrine. Les petits la suivirent de près. Sous l'eau trouble, une petite vague s'agita. Les crocodiles avaient repéré leur cible. Sans prévenir, la troupe accéléra à l'unisson. Enfin, toute la troupe traversa la rivière saine et sauve. Cette fois, la frontière entre la vie et la mort n'avait pas été franchie. De l'autre côté de la rivière Talek, le paysage était tout autre. Pas de terre craquelée ni d'herbe jaune et sèche. À la place, la savane était d'un vert pâle, parsemée de buissons bas et de quelques hautes herbes humides. Un signe évident du début de la saison des pluies. Cette zone était peu fréquentée par les autres troupes de lions, peut-être parce qu'elle bordait les zones habituelles des hyènes et des lycaons. Mais pour l'instant, c'était la seule chance pour le groupe de survivre et de trouver la stabilité.
Par une matinée nuageuse, le bruit des sabots venant de l'ouest signala l'arrivée d'un troupeau de gnous, comptant une quarantaine d'individus. Ils se dirigeaient vers le sud, suivant leur instinct migratoire, à travers l'herbe fraîche après les premières pluies. Contrairement aux impalas, les gnous sont grands, forts et se déplacent en meute. Mais cela rendait également un animal blessé ou immature vulnérable aux attaques constantes des lions. Nyota, accompagné de plusieurs autres lionnes, suivait le troupeau depuis plus d'une heure. Un jeune gnou, s'étant éloigné du troupeau, était la cible. L'attaque fut rapide. L'antilope se débattit férocement, mais ne put échapper aux trois prédateurs affamés et expérimentés. Alors qu'une femelle commençait à traîner la carcasse vers les buissons, Nyota leva la tête et scruta l'horizon. Des vautours étaient apparus. Et au loin, des hyènes tournoyaient. La viande fraîche ne durait jamais longtemps dans la savane. Ce repas ne lui permit que quelques heures de repos. Mais dans le monde des lions, chaque victoire était un jour de vie supplémentaire. Les premières pluies de la saison venaient de s'abattre sur le nord du Masai Mara. Sur le sol humide, un lion mâle marchait silencieusement. Pamba était désormais adulte, le corps robuste, le regard expérimenté. Il n'était plus le lionceau qui s'était enfui, paniqué, la nuit où son père était tombé. C'était un guerrier désormais. Des mois de survie solitaire l'avaient rendu inébranlable. Pamba apprit à chasser, à éviter les ennemis, à survivre entre les frontières des autres meutes. Mais dans le vent matinal, il perçut une odeur familière, Wivu, celui qui avait tué Magi. Pamba s'arrêta. Les souvenirs revinrent. Plus besoin de jurer. Plus besoin de rugir. Il n'était pas seul. Rano, un autre jeune lion mâle en exil, l'accompagnait, fort et intrépide. Tous deux se dirigèrent silencieusement vers le sud, à travers les hautes herbes, passant devant le territoire où son père s'était tenu et où le sang avait coulé. Là, Wivu était toujours là,
mais ses vieilles blessures n'étaient pas guéries, et il n'était plus aussi dominant qu'avant. Kuna, après une dispute secrète avec Wivu au sujet des droits d'accouplement, avait été chassé de la troupe. Depuis, il avait disparu du territoire, pour ne plus jamais être revu. Les retrouvailles étaient proches. Et cette fois, Pamba ne s'enfuit pas. L'après-midi tomba lentement sur le vieux territoire. Le vieux Wivu errait maintenant seul près de la limite de son territoire. Kuna avait disparu. Les vieilles femelles étaient parties. Sa troupe n'était plus qu'une coquille vide. Dans les buissons non loin de là, Pamba et Rano retenaient leur souffle. Wivu baissa la tête pour boire l'eau d'une mare peu profonde. Et à cet instant, Pamba et Rano se précipitèrent dehors ensemble. Une bataille, ni pour le territoire, ni pour la gloire. Juste la fin nécessaire d'une dette de sang. Après la chute de Wivu, Pamba ne resta pas. Cette nuit-là, lui et Rano quittèrent l'ancien territoire, traversant la lisière de la forêt d'acacia et les bandes d'herbe inondées vers le sud, où les faibles traces de Nyota et du groupe de Lyon s'étaient cachées après le massacre des années auparavant. Trois jours plus tard, alors que le ciel était brumeux, Pamba s'arrêta près d'un creux. À l'ombre de l'herbe, Nyota apparut. Le même regard, mais plus âgé, plus calme. Derrière elle se trouvaient les lionnes survivantes et 4 lionceaux, maigres mais encore brûlants. Personne ne rugit. Nyota se rapprocha, posant légèrement sa tête sur le cou de Pamba. Un geste d'acceptation. Sous la lumière du soleil filtrant à travers les nuages fins, Pamba grogna doucement. Pour la première fois, non pas par colère, ni par défi, mais par continuité. Pouce Rouge n'avait jamais été le nom d'un individu. C'était la flamme d'une lignée. Et maintenant, cette flamme se remit à brûler.
Sous la conduite de Pamba et Rano, la meute du Pouce Rouge se renforça peu à peu. En moins de 2 saisons des pluies, ils chassèrent une troupe de jeunes lions des collines de l'Est, étendant leur territoire jusqu'aux rives de la rivière Talek. Nyota et les lionnes continuèrent à chasser avec autant d'acharnement, élevant une nouvelle génération de lionceaux, dont 2 mâles dont la crinière commençait à rougir. La meute rouge non seulement survécut, mais retrouva aussi sa réputation de force silencieuse mais indéniable. Les hyènes évitaient leur terrain de chasse. Les chiens sauvages évitaient les principales voies de déplacement. Les zèbres et les antilopes, entendant leur rugissement, savaient changer de direction. Et chaque fois que le crépuscule tombait, Pamba se tenait sur une haute butte, rugissant non pas pour proclamer sa puissance, mais pour rappeler à la savane, le sang de magie était toujours là. Et il brûlait. Dans la savane aride, où la vie était mise à rude épreuve chaque jour, seuls ceux qui renaissaient de leurs cendres pouvaient continuer d'écrire la légende. La Pouce Rouge a tout perdu, puis a tout reconquis grâce aux instincts, à la chair et au sang, et aux souvenirs de ceux qui l'avaient précédé. De magie à Pamba, de la défaite à la renaissance, ils ont non seulement survécu, mais vécu dignement. Alors que le soleil se couchait à l'horizon africain, le rugissement de la Pouce Rouge résonnait encore au loin, rappelant que sur cette terre, la véritable dynastie ne meurt pas, elle attend seulement la victoire des dignes. Quelle bataille pour la survie vous a le plus marqué? Partagez vos impressions ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de survie miraculeuse en pleine nature. Entaillé. Le fondateur de la dynastie du lion Masai Mara. Alors que l'aube se levait encore à l'horizon du Masai Mara, un rugissement profond rompit le silence. Le rugissement de Notch, le roi sans couronne de la steppe. Le lion mâle légendaire, père d'icônes sauvages ultérieures telles que Scarface, Morani, Sikyo et Hunter. Notch est plus qu'un simple lion. Il était le symbole d'une dynastie, un guerrier né de la poussière sauvage, trempé par le feu et le sang, et devint finalement le fondement d'une ère de royauté qui dura plus d'une décennie dans les plaines kenyanes. Personne ne sait exactement quand Notch est né, mais il a été enregistré pour la première fois comme un jeune lion mâle errant dans le triangle de Mara, fréquemment chassé des plus grandes fiertés.
mais le temps et l'instinct de survie ont façonné un véritable leader. Contrairement à de nombreux autres lions mâles qui ne se lient qu'en couple, Notch a étonnamment formé une alliance avec ses propres petits, une rareté dans la nature. Avec ses 5 fils Scarface, Morani, Hunter, Sikio et Notch Jr. Il a formé l'une des alliances de lions mâles les plus puissantes jamais enregistrées dans le Masai Mara. Cette alliance contrôlait autrefois de vastes territoires, dont la Marsh Pride. La troupe de lions la plus célèbre de l'histoire des documentaires animaliers. Leur domination a duré plus d'une décennie, ce qui est presque impensable dans un monde où le pouvoir ne durait souvent que quelques saisons sèches. L'une des batailles les plus féroces qui a marqué Notch s'est déroulée à la frontière sud du Masai Mara, où une coalition de 3 jeunes lions de Talek est entrée avec l'ambition d'étendre leur territoire. Lorsqu'il sent une menace, Notch, même s'il montrait des signes de vieillissement, il était toujours le premier à sortir et à affronter. Avec 2 de ses fils, il s'engagea dans une bataille qui dura des heures sous le soleil brûlant de la steppe. Sous le soleil brûlant des prairies du Masai Mara, la poussière s'élève tandis que des coups violents déchirent l'herbe. Le sang tachait la crinière épaisse et sombre de Notch, créant une image à la fois sauvage et tragique. C'était plus qu'une simple bataille, c'était le test final d'un roi qui avait enduré de nombreuses saisons de migration et de bataille. Notch, avec des morsures précises et des dents qui avaient mis fin à de nombreuses vies, a rapidement éliminé l'un des 3 envahisseurs. Les 2 autres, réalisant leur supériorité écrasante, s'enfuirent vers la lisière de la forêt. Ce moment n'était pas simplement une image de violence, mais un témoignage vivant de l'esprit de l'existence, un guerrier vivant d'expérience, d'héritage et de respect. On n'entendait aucun bruit, à l'exception du vent qui soufflait doucement sur les champs en désordre. Notch se tenait au milieu du champ de bataille, silencieux, respirant lourdement. Du sang tachait encore sa fourrure, mais ses yeux brillaient toujours d'un regard indomptable. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une déclaration silencieuse qu'il y avait un pouvoir qui ne pouvait être conquis, lorsqu'il était construit avec du temps, de l'intelligence et de la loyauté envers l'espèce. Malgré son âge avancé, Notch montre toujours le rôle d'un leader.
Il a non seulement conservé un territoire, mais il a également préservé un ordre biologique où l'expérience et la génétique se connectent pour former un héritage. La bataille illustre un fait indéniable, dans la nature, ce n'est parfois pas la force, mais l'endurance et le caractère qui établissent la royauté. Notch est un stratège naturel. Il allait rarement au combat dans sa vieillesse, mais ses enfants le faisaient à sa place. Il a utilisé son odeur, son rugissement et sa présence comme un bouclier invisible, maintenant sa domination pendant de nombreuses années. Contrairement à de nombreux autres lions mâles qui ont été remplacés ou tués par leurs fils, Notch a non seulement conservé sa place dans la fierté, mais a également été respecté et protégé par ses propres fils. Avec son corps massif, sa crinière épaisse blond foncé et brun, ses crocs proéminents et son regard expérimenté, Notch est l'incarnation vivante du pouvoir et de l'expérience. Malgré son âge, il fait toujours preuve d'une bravoure incroyable, notamment lorsqu'il protège son troupeau des intrus. On pense que Notch a engendré des dizaines de lionceaux, non seulement dans la marche Pride, mais également dans diverses fiertés des régions de Mara North et de Talek. La diversité génétique qu'il a créée est toujours présente dans les gènes de nombreux lions aujourd'hui. En vieillissant, Notch s'est retiré du combat, passant la plupart de son temps à se reposer à l'ombre des arbres. Il ne suivait plus la meute de chasseurs et se déplaçait de plus en plus lentement. Des observateurs ont un jour enregistré Notch allongé pendant des heures sur les rives de la rivière Talek, les yeux mi-clos comme s'il réfléchissait à ses jours de gloire. Finalement, il est décédé tranquillement. Il n'y a pas de combat final, pas de morsure décisive. Notch rendit son dernier souffle dans la nature, comme un vrai roi devrait le faire. L'héritage de Notch ne peut pas être mesuré par le nombre d'enfants qu'il a eu ou le territoire qu'il contrôlait. Ce furent les premières empreintes qui donnèrent naissance à la dynastie Scarface, la semence de nombreuses générations de lions du Masai Mara à venir, et une image vivante du concept de « royauté héréditaire » dans la nature. Aujourd'hui, de nombreux lions vivants dans le Masai Mara portent encore les gènes de Notch, directement ou indirectement. Mais plus important encore, les amoureux de la nature, les photographes et les cinéastes se souviennent encore de lui comme du symbole d'un âge d'or, lorsque les lions non seulement régnaient sur la terre, mais touchaient le cœur des hommes. Scarface. La dernière légende du Masai Mara. L'aube tombe doucement sur les prairies du Masai Mara.
La lumière du petit matin teintait les prairies d'or, filtrait à travers la brume et glissait légèrement sur le dos des antilopes en train de brouter. Dans cet espace calme, un rugissement profond et retentissant s'éleva. Il n'y avait aucun doute là-dessus. C'était le rugissement de Scarface, le lion avec la célèbre cicatrice. Au cœur de la nature sauvage kenyane, où la vie et la mort s'entremêlent à chaque instant, Scarface apparaît comme une icône intemporelle. Né en 2007, il est le fils de Notch, le chef légendaire du Masai Mara. Avec ses frères Morani, Sikio, Hunter et Notch Jr. Scarface était membre de la Notch Alliance, l'une des rares alliances de lions mâles de sang complètement apparentés, considéré comme l'un des groupes de lions les plus forts et les plus cohérents ayant jamais existé dans le Masai Mara. Contrairement à de nombreuses autres alliances masculines formées d'individus sans lien de parenté, l'alliance Notch est une véritable famille. Père et fils se battent côte à côte, patrouillant le territoire, protégeant les lionnes et transmettant leur lignée à travers les générations. Alors que Notch vieillissait et abandonnait son poste de chef de meute, Scarface et ses trois frères prirent le relais, s'emparant de vastes territoires, dont la Marsh Pride, la fierté mondialement connue des lions. Scarface n'est pas un roi né. Comme tous les autres lions mâles, il a commencé sa vie avec le difficile défi de survivre. Mais avec ses frères, Scarface a rapidement démontré d'excellents instincts et une force extraordinaire. Un après-midi sec de 2012, sous un coucher de soleil rouge sang, une coalition d'étranges lions mâles a traversé les frontières territoriales de Scarface avec l'ambition de prendre le pouvoir. Le rugissement était comme le tonnerre. L'herbe se balance. L'air était aussi tendu qu'une corde d'arc. Puis la bataille éclata dans la poussière. Coup de foudre. Les griffes déchirent l'espace. À un moment crucial, une égratignure d'un adversaire a arraché l'œil droit de Scarface. Du sang coulait sur son visage. Mais il n'a pas reculé. Scarface rugit, contre-attaquant férocement. L'adversaire est tombé. Les envahisseurs ont fui. La blessure, une cicatrice allant de l'œil à la joue, a non seulement donné à Scarface son nom légendaire, mais est également devenu un symbole indomptable de force. À partir de ce jour, ce n'était plus un lion. C'est Scarface. Le survivant,
celui qui a surmonté la mort pour devenir le symbole vivant de toute une génération. Pendant près d'une décennie, Scarface et son alliance contrôlèrent un territoire allant jusqu'à 400 km², une étendue rarement vue dans le monde des lions sauvages. Sous la direction du Quatuor, Marsh Pride vivait dans la stabilité. L'écosystème régional maintient un précieux équilibre naturel. Scarface est plus qu'un simple guerrier. Il est le protecteur de la troupe, le père de plusieurs générations de lionceaux. Sa crinière noire épaisse, sa démarche calme et ses yeux froids rendent tout adversaire méfiant. Les descendants nés sous la dynastie Scarface portent le sang et les gènes dominants, force, adaptabilité et stabilité génétique. Pour les défenseurs de l'environnement, c'est un trésor vivant. Mais le temps n'épargne aucun dirigeant. En 2020, Scarface est devenu mince et lent, presque aveugle d'un œil, et son corps est couvert de cicatrices anciennes et nouvelles. Il bougeait moins, restant souvent allongé pendant des heures à l'ombre des arbres, contemplant la steppe comme s'il se remémorait une époque glorieuse. Bien que l'Alliance se soit effondrée, Scarface a survécu en tant que guerrier solitaire, sans défense, sans être renversé. Sa présence reste une force invisible. Les jeunes lions ressentent l'aura d'une légende et évitent souvent les conflits. Non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il était autrefois grand. Le 11 juin 2021, Scarface est décédé paisiblement. Aucune blessure. Pas d'ennemis. Il s'est rendu dans les prairies qui avaient autrefois été son royaume. Pas besoin d'une fin tragique, sa simple présence persistante suffit à en faire une légende. Scarface ne laisse pas seulement une lignée dans les générations suivantes. Il laisse derrière lui un héritage visuel saisissant, allant des photos prises au soleil de l'après-midi aux films qui touchent le cœur des spectateurs. C'est un témoignage de beauté sauvage, de courage, de volonté de vivre et de mourir selon la nature. Et surtout, Scarface est un puissant rappel de la responsabilité de l'humanité envers le monde sauvage, où chaque créature, même un lion balafré, porte un morceau de l'histoire de la planète. L'aube se lève à nouveau sur le Masai Mara.
Le vent soufflait doucement dans les hautes herbes. Le troupeau d'antilopes se déplaçait à travers les vastes plaines. Et au loin, un jeune lion se tenait sur un monticule, ses yeux regardant au loin, comme s'il cherchait l'ombre d'un ancien roi. Scarface est parti. Mais sa légende perdure. Un chapitre s'est clos. Mais l'histoire de l'Aztèque continue, et il y aura toujours un autre roi surgissant de l'herbe épaisse, poursuivant la mission que Scarface a laissée derrière lui.